Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonsoir et bienvenue à cette édition de 19h. Les titres d'abord. La nouvelle tarification de transport empoisonne la vie des Tinois. Prendre place à bord des engins roulants est devenu un véritable parcours de combattants. C'est le premier titre de ce journal. Les accidents de circulation mis à part, conduire les autres engins roulants à deux roues que sont les motos comportent des risques de maladie. C'est la deuxième et dernière page de ce journal qui reçoit M. Isaac Bakoukou Boliko, secrétaire national en charge des relations avec les partis politiques, conseiller politique de José Ndoundo du PDC. Merci de continuer à nous faire confiance et vous aurez toujours raison. Le transport en commun en casse-tête pour les Tinois. Je vous le disais à l'instant dans les titres, les prix revus à la hausse par l'hôtel de ville ne sont pas pour satisfaire les usagers. Certains Tinois déplorent l'absence de l'autorité provinciale pour la bonne mise en application des mesures prises. Félix Ilunga Tapilutulu. Malgré la décision de l'hôtel de ville réajustant le prix de transport en commun à Kinshasa, il est très difficile ces derniers jours de circuler aisément dans la capitale. Le transport en commun devient de plus en plus un casse-tête, surtout aux heures de pointe. Les conducteurs des véhicules des transports en commun en profitent pour faire des bonnes affaires. Le phénomène demi-terrain a gagné du terrain aux grandes dames de la population qui ne sait à quel sens se vouer. Comme si cela ne suffisait pas, les prix varient selon l'humeur des chauffeurs des taxis ou taxi-bus. Par exemple, le prix de la course Lemba boulevard du 30 juin, officiellement fixé par l'hôtel de ville à 1100 francs congolais, se négocie pourtant entre 1700 et 2000 francs congolais. Même tarif pour le trajet boulevard du 30 juin et Matete. À la majoration du prix du transport en commun s'ajoute la rareté des coupures des francs congolais à valeur faciale inférieure qui demeurent source des disputes entre clients et conducteurs des véhicules. Les mesures de l'autorité provinciales censées résoudre des difficultés des Tinois en matière de transport en commun sont par contre une aubaine pour les chauffeurs véreux pour extorquer leurs clients par des prix forfaitaires. La mise en place d'une commission de suivi de l'application de la nouvelle grille tarifaire est souhaitable. Entre-temps, selon certains analystes, les chauffeurs gagnent à tous les coups malgré, il faut signaler, les tracasseries des différents services de l'État commis au transport. Heureusement, il y a les bus de la société Transco qui, malgré la hausse des prix des carburants à la base de la hausse des prix de transport en commun, les Tinois continuent à payer 500 francs congolais. Mais il faut avoir des muscles, solides pour monter dans ces bus. Sur les boulevards Lumumba et Congo-Japon ex-poids lourd, des drapeaux des deux partis politiques de la majorité présidentielle, principalement le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie et l'Alliance des forces démocratiques du Congo, sont toujours attachés aux lampadaires. Cela en dépit de la décision du ministre de l'Urbanisme. Toutes nos excuses. Puisque les véhicules de transport en commun deviennent de plus en plus rares, la plupart des Tinois recourent à la moto. Elle est devenue un moyen de transport presque incontournable à Kinshasa. Nos reporters étaient à la rencontre de ceux que les Tinois appellent familièrement les Wewa, Hermione Anvou, Nyota Ndarubu et Serge Mitelesi. Petit à petit, les taxis-motos ont conquis la ville de Kinshasa. Si hier, ces moyens de transport étaient utilisés dans le fin fond de province, aujourd'hui, aucune ville n'échappe à ces moyens de locomotion. Dans la capitale, les taxis-motos sont venus franchir outre le coin reculé, mais aussi les centres-villes. Ils sont même surnommés Wewa. Les taxis-motos aident beaucoup de gens. Nous franchissons même de coins reculés. Malheureusement, il y a beaucoup de tracasseries. Mon métier m'aide à nouer le deux bouts du mois.
De la même manière, les taximens exercent leur métier. Nous aussi, à la seule différence, nous n'avons pas d'arrêt et nous déposons les passagers jusqu'à sa destination, dit ces motocyclistes. Et puis, n'importe quelle destination, nous aussi, na centre na viso tozo kende partout tellement que na ville de moi tracasserie ezali. Nous allons partout, nous sommes au service de la population, dit ces motocyclistes, mais nous sommes très tracassés. Que la police trouve de vrais voleurs, nous travaillons. Batoyo bazo yiba, il faut baya na ba boîte ba place to telemaka to pesa ba identité a bato bazo yiba. Un bémol tout de même, les usagers de ce moyen de transport se plaignent du non-respect du code des routes et l'absence de casques par les motocyclistes. Outre les accidents de circulation, les wewa, traduisez motocyclistes, indispensables dans le transport ces derniers temps, les motocyclistes sont, ils ne le savent peut-être pas, exposés à différentes maladies et particulièrement les hémorroïdes. C'est ce qu'a dit à Numérica TV le docteur Guy Bembe Sédi Jean-Claude, Hermène Yanvou, Allégresse Massou et Serge Mitélessi. Il existe de risques liés au métier des motocyclistes. Outre les accidents de trafic routier, la santé des motocyclistes est très affectée en exerçant ce métier. Le fait pour un motocycliste de rester longtemps sur sa moto entraîne pour lui une impuissance sexuelle. Nous avons vu que ceux qui restaient sur la moto entre 6 et 8 heures avaient une impuissance sexuelle en 12 mois, en une année. Or, ici chez nous, nous avons vu qu'il y en a qui vont au-delà de 12 heures. Les motocyclistes courent le risque d'infertilité. Le fait pour eux de rester à califourchon sur leur moto, qui... au lieu où ils s'asseyent au siège là, c'est une source de chaleur, une source de traumatisme aussi, les expose à l'infertilité. La quantité et la qualité des spermatozoïdes s'altèrent de par cette chaleur-là. Nous avons aussi vu que les motocyclistes couraient les risques des hémorroïdes. À quelle hauteur s'élèvent ces risques? Le docteur Jean-Claude Guibemba ne va pas par le dos de la cuillère. Plus de 50% de risques dans différentes maladies. 63,5% avaient une impuissance sexuelle. Nous avons vu que 64,4% avaient des hémorroïdes. Et dans tout ça, 79,2% cherchaient des moyens de se soigner. Ils se soignent par des plantes médicinales. Comment se protéger contre tous ces risques? Même quand ils ne sont pas en activité, ils s'asseyent souvent à la même position. Ce temps-là de pause qu'ils prennent sur la moto, c'est aussi un risque. S'ils doivent ne rester sur la moto que pendant qu'ils roulent, pendant qu'ils sont en train de travailler, ça serait bénéfique pour eux. La source des sondages n'a pas été précisée. La province du Lualaba va abriter dans les tout prochains jours le forum sur la sécurité frontalière entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Le gouverneur Mouyej Manguez Mans l'a annoncé au cours de l'entretien qu'il a eu avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Henri Movasakani. Élisée Maffon. Chez les patrons de la territoriale, le gouverneur du Lualaba était venu recevoir des instructions précises sur la tenue du forum sur la sécurité frontalière entre la RDC et la Zambie. Pour Richard Mouyej, la rencontre entre ces deux États va apporter des pistes de solutions aux problèmes communs de sécurité que partagent les territoires frontaliers de Kolwezi au Lualaba et de Solwezi en Zambie. C'est l'entretien entre le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et le gouverneur du Lualaba, apporté également sur la sécurité de la province de Lualaba. Le Premier ministre de l'Intérieur, il était important qu'on lui parle de la situation sécuritaire de la province, mais aussi du prochain forum sur la sécurité avec la Zambie. Vers la fin de ce mois, c'est un grand rendez-vous et j'avais estimé qu'il était important que je puisse avoir des instructions précises pour mieux préparer ce rendez-vous.
Bon, plus de précisions sur la conférence. Sur vous savez, la Zambie, il y a 3 provinces du Katanga qui font frontière avec la Zambie. Le Haut-Katanga, la province du Tanganyika et la province du Lualaba. Il y a eu les préliminaires dernièrement à Lubumbashi, et donc les grands rendez-vous c'est à la fin de ce mois. Quelles sont les orientations, quels sont les secteurs, les domaines qui seront mis sur table pour un débat fraternel? C'est surtout ça qu'on a parlé. Sécurité au Lualaba, beaucoup de progrès. Quand nous sommes arrivés il y a légèrement plus de 2 ans, c'était un problème, mais aujourd'hui, je crois que nous maîtrisons la situation. Cet entretien, qui revêt d'une importance capitale, a duré environ 2 heures. Ce soir, comme hier, nous continuerons à feuilleter le carnet de voyage de notre consoeur Acheti Tita. Nous parlerons aussi de la célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge, mais d'abord le processus électoral. Ange Makati. Comme vous l'aviez suivi le week-end dernier, le président de la CENI a demandé à Robert Minaku de prendre des dispositions nécessaires car l'enrôlement des Congolais de l'étranger devient techniquement impossible. À la nouvelle société civile congolaise, on crie au scandale. Pour Robert Kabakela, ne pas enrôler cette catégorie des Congolais, c'est à la fois violer la Constitution et l'accord de la Saint-Sylvestre. Techniquement, l'enrôlement de la diaspora congolaise est à ce niveau difficile, point de vue de la Commission électorale nationale indépendante. Et pour la nouvelle société civile congolaise, il n'est pas question d'ignorer cette opération. Il faut noter que exclure les Congolais habitant en dehors des frontières nationales, c'est violer la Constitution qui stipule que tout citoyen congolais doit participer aux élections parce que n'ayant pas perdu ses droits, tous Congolais où qu'ils se trouvent, n'ayant pas perdu ses droits civils et politiques, doit, n'est-ce pas, participer en tant que tel aux élections. La nouvelle société civile congolaise dénonce un complot entre la CENI et la majorité présidentielle. Nous, à son temps, on avait considéré que les calendriers qui nous avaient été présentés avec autant de contraintes, déjà, on avait dénoncé le fait que tout est mis en œuvre pour ne pas nous organiser les élections dans le délai convenu après la signature, n'est-ce pas, de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour rappel, c'est au mois de juillet prochain que la CENI avait programmé l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Nous vous le disions hier, les partis politiques étaient appelés à retirer leur drapeau des lampadaires de l'éclairage public. Malgré la menace du ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangui, rien n'a été fait jusqu'à présent. Les drapeaux de ces partis politiques continuent à flotter fièrement au vent. Ils sont toujours visibles sur les grandes artères de la capitale. Constat fait par Félix Lunga et Eric Kalambagne. Sur les boulevards Lumumba et Congo-Japon ex-poids lourd, des drapeaux des 2 partis politiques de la majorité présidentielle, principalement le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie et l'Alliance des forces démocratiques du Congo, sont toujours attachés aux lampadaires. Cela en dépit de la décision du ministre de l'Urbanisme et Habitat qui courait jusqu'à vendredi dernier. Et hier, Joseph Kokonyangui annonçait le déploiement des inspecteurs de son ministère sur le terrain afin d'arracher tous ces drapeaux dont les mobiles de leur attachement sur les réverbères des voies publiques ne sont pas connus. On se croirait dans une période de campagne électorale qui ne dit pas son nom alors qu'il n'en est pas le cas. Célébration ce mardi 8 mai de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, thème retenu cette année, partout, en tout temps et pour tous. Pour marquer cette célébration à Kinshasa, la Croix-Rouge RDC a procédé à l'assainissement des différentes écoles de la capitale. Marie-Laure Moulumba et Serge Mitelizi. Quoi de plus normal que la célébration de cette journée d'hommage à Henri Dunant et s'est placé dans le cadre du bénévolat, sens et essence même de la mission dévolue des hommes et femmes engagés à servir au sein de la Croix et du Croissant Rouge. Cible choisie, les écoles. Objectif poursuivi, apprendre aux plus jeunes à s'occuper des autres. La Croix-Rouge
de la République démocratique du Congo est une organisation humanitaire, neutre et indépendante dans la conduite de ses actions, et elle est aussi auxiliaire de pouvoir public. Elle est membre du mouvement international de la Croix-Rouge et du Poisson-Rouge. 7 principes fondamentaux guident ses actions humanitaires. Nous avons l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité. Il s'est de rappeler que c'est depuis le 4 janvier 1924 que la Croix-Rouge œuvre et existe en République démocratique du Congo. La mission de la Croix-Rouge RDC se résume en ceci, c'est-à-dire elle est là pour prévenir les maladies, soulager les souffrances et améliorer les conditions d'existence des populations les plus vulnérables, où qu'elles se trouvent, sans distinction de race, ni de religion, ni d'appartenance politique. Et cela s'est fait à travers des programmes de développement communautaire durable, des activités de secours, la préparation et l'intervention lors des catastrophes. Le thème retenu pour la célébration de cette journée est « Partout, pour tous, un sourire ». Direction Bujimayi, dont les soucis d'élargir l'Institut national des préparations professionnelles, Mori Chikuya fait construire sous fonds propres de l'INPP un nouveau bâtiment, section Bujimayi. Débuté en 2016, les travaux pourraient prendre fin prochainement. Rachel Kista. Nous sommes dans la commune de Bipemba à Mbujimayi. L'Institut national de préparation professionnelle, section Kasaï orientale, sera bientôt doté de 2 bâtiments neufs. L'un pour l'administration et l'autre pour la technique, comprenant des salles de pratique. Lancés le 19 avril 2016, les travaux de construction seront parachevés selon les prévisions en juin 2018. Les grands travaux ayant pris fin, place maintenant au finissage. L'ingénieur chef de chantier s'y attelle. C'est un travail réalisé avec la main-d'œuvre locale, celle de Mbujimayi. C'est une politique de leur donner aussi du travail. C'est comme ça que nous avons procédé. Le problème que nous avons connu, c'est au niveau de la carrière. Parce qu'il y avait une seule carrière, il y a des Chinois qui produisaient la caillasse par exemple et le moëran, de bonne qualité qu'il fallait selon les normes. Ça a posé des petits problèmes, mais on s'est adapté avec l'apport local. Il y a des petites carrières aussi. C'est avec ça qu'on s'est servi pour avoir les matériaux. Pour Jean-Claude Kazadi, l'INPP Mbujimayi sera doté d'un équipement ultra moderne, des machines de dernier cri. L'atelier de mécanique générale. Ici, on est dans quelle salle, ça? Atelier de mécanique générale. À la fin de ce journal, vous suivrez une page magazine consacrée à cet élément. En sport, c'est jeudi prochain que l'AS Vita Club va regagner Kinshasa après le nul obtenu à Casablanca face à Raja. C'était en match comptant pour la première journée de phase de groupe la Coupe de la CAF. Lors de la deuxième journée, les Dauphins Noirs vont affronter ASEC d'Abidjan. La rencontre est programmée mercredi 16 mai prochain au Stade des Martyrs. Et pour ce match, la CAF a choisi un trio arbitral tunisien. Alors, notre invité, M. Isaac Bakoukou Lobiko, bonsoir. Bonsoir, très heureux d'être parmi vous. Secrétaire national chargé des relations avec les partis politiques et conseil politique de M. José Ndoudou du Parti démocrate chrétien. C'est cela. Alors, première question, pourquoi vous les jeunes qui êtes restés longtemps en Europe avez manqué généralement d'inspiration quand vous revenez au pays? Tout de suite c'est la politique, alors que on vous attendait aussi dans d'autres secteurs, par exemple, créer des entreprises pour créer des emplois.
Pas du tout en ce qui concerne mon cas. J'ai fait la politique très jeune. J'ai été recruté du Parti démocrate et social-chrétien du patriarche Ilios Ongwamba et Boboli Kolo-Konga. Donc j'ai commencé très jeune la politique, ce qui n'est pas vraiment mon cas, mais néanmoins, j'ai évolué dans l'entrepreneuriat et jusqu'à aujourd'hui. Donc la politique pour moi c'est une passion, ce n'est pas une profession, mais j'ai des idées, c'est par rapport aux idéaux, je suis un homme de conviction, je me considère que j'ai des idées et ces idées, je dois les partager avec les autres. Voilà. Et en politique, c'est aussi une charge. Hein. Il faut travailler pour les autres et créer des synergies pour les autres. Manger aussi. Ça va. Manger aussi, quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas en soi une carrière ou une profession, la politique. Oui. C'est une passion pour moi. Oui, vous avez dit aussi que vous êtes parti, bien entendu, quand on cite M. Ndoundou, du G7 et donc de l'ensemble. C'est pas tout le monde qui a vu d'un bon œil le déplacement de votre champion vers le Rwanda, même si on sait qu'il a été invité. Il aurait pu refuser. Je pense que ça, c'est leur problème. Vous savez, le président Moïse Katumbi, d'ailleurs, c'est le seul regroupement politique qui a un programme de gouvernement. Et dans le premier pilier de son programme, le point 6, il parle de la réhabilitation et la mise en œuvre de la puissance régionale de l'RDC pour que l'outil diplomatique soit essentiellement son cheval de bataille. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui aspire de devenir chef de l'État d'un État dont dispose d'un voisin et que ce monsieur se prive de sillonner la région parce que certains prennent ça, regardent ça de mauvais œil. Je crois que c'est de leur faute, ils ne comprennent pas la politique. Je vais donner des exemples. Monsieur Obama, avant de devenir président des États-Unis, il n'était pas obligé de venir en Allemagne. Et à Bonn, à Berlin. Et il voulait absolument prononcer un discours à la place de la victoire. Mais Mme Merkel a dit non. Les jours où vous serez devenu président des États-Unis, ça c'est une place réservée au président. Il est parti à Paris voir Sarkozy. Pourquoi? C'est parce qu'il estime que ces gens qu'il est allé voir avant qu'il devienne président de la République, ce sont des partenaires incontournables et stratégiques. Et c'est que le président Moïse Katumbi a fait, de tâter, de comprendre, de mieux cerner comment il pourra orienter sa politique de bon voisinage avec ses 9 voisins. Voilà, c'est une bonne chose pour lui. Très bien. Voilà, c'est une bonne chose pour lui. Lorsqu'il a dit, par exemple, que s'il n'y avait pas les élections n'étaient pas organisées en décembre, il utiliserait des gros moyens qu'il ne fallait pas le condamner. À quoi pensait-il? À la guerre? Non, il n'y a pas que la guerre. Ah ben, il y a aussi la guerre. Non, mais nous sommes des pacifistes. On a utilisé les moyens avec les CLC, ça fonctionnait. Nous allons utiliser les moyens pacifiques et faire pression au gouvernement pour que les élections puissent avoir lieu. Ne pensez pas simplement que le gros moyen, il y a la désobéissance civile, il y a le journée ville morte, il y a plusieurs stratégies qu'on peut mener. Mais, de toute façon, nous ne pouvons pas toujours penser aux armes. Hein. La population, c'est plus grand que la bombe atomique. Il ne faut pas sous-estimer la population congolaise. Elle est imprévisible, les gens pensent qu'elle est inactive, mais quand elle réagit, elle obtient des résultats. D'accord. Mais le gouvernement, il a quand même posé certains actes qu'il faut qualifier de positifs, non? Comme quoi, par exemple? Ah bon, vous, pour les politiques, non, mais vous savez, n'avez rien vu. Je peux dire, par exemple, ça dépend d'une personne à l'autre. Vous savez qu'on est un homme d'État, il faut se comporter un homme d'État. Vous ne pouvez pas prendre une dépouille en otage parce qu'il y a des intérêts politiques. Et là, j'encourage le nouveau VPM pour avoir trouvé un accord avec l'UDPS, la famille, pour le rapatriement de la dépouille du président Tshisekedi.
Dites le gouvernement, pas seulement le nouveau VPM. Mais il y avait ces gouvernements. Mais quand il y a eu un nouveau VPM, je crois qu'il a fait avancer les choses. Et il faut le reconnaître cela. Deuxième chose, le fait qu'il nous a permis à notre président du RASOP, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, d'organiser son meeting, qui est une réussite totale, ça aussi c'est une avancée. Mais ce n'est pas une avancée significative. Nous attendons beaucoup plus que cela concernant par exemple la discrimination politique. Il y a des prisonniers qui traînent encore en prison. Il y a des exilés politiques forcés qui sont encore à l'extérieur, dont notre président, que tout le monde dise qu'il a des problèmes avec la justice. Non, il n'a pas de problème avec notre justice. C'est notre justice qui a des problèmes. Elle est tellement instrumentalisée pour les intérêts XY que, aujourd'hui, nous pensons qu'il faut que le gouvernement nous donne des signaux significatifs. Pourquoi quand on a des problèmes, on ne pourrait pas faire profil bas? On ne sait jamais, ça peut se résoudre dans... Nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas de problème. Ah, c'est la justice. Nous n'avons pas de problème. L'opposition n'a pas de problème. L'opposition, ce n'est pas l'opposition qui gère, ce n'est pas les RASOP, ce n'est pas le G7, ce n'est pas l'ensemble qui gère. Nous, devant nous, il y a un gouvernement qui doit gérer les choses de l'État. Et il n'y a pas plusieurs façons de gérer la République, c'est à travers la Constitution et le loi de la République. Et lorsque vous dites que vous allez, si sur le plan de la Constitution ça n'a pas fonctionné, on va dans une situation politique, parfois la politique prime le droit, et que malgré les engagements pris politiquement, ils ne sont pas respectés. Alors, ce n'est pas nous qui avons le problème. Le problème, c'est nos amis qui ne veulent pas qu'on quitte cette crise dramatique que connaît notre pays, d'organiser des élections. Par exemple, nous avons une loi électorale. Cette loi, nulle part, prévoit la machine à voler, la machine à tricher. Alors, appelez-la par son nom. Pardon? Appelez-la par son nom. Bon, pour vous faire plaisir. Non, pas la machine à parler de la vérité. La machine à voter, parce que, oui, je vous ai dit, c'est la loi ou la Constitution. La loi électorale a été votée, la majorité présidentielle est majoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ils ont fait passer la loi électorale. Soyons quand même sérieux. Et cette loi électorale, nulle part, a prévu un autre mode de scrutin ou de vote que le vote à papier, que le vote électronique. Tout le monde ne veut pas de cette machine à voter. Quand vous dites tout le monde, sauf vous pensez la majorité présidentielle qui veut donc, moi je pense qu'il y a anguille chez roche, il y a un problème s'il n'y a pas la machine à voter. J'ai entendu même le président de la CENI dire que si pas machine à voter, il n'y aura pas de vote. Ce n'est pas très sérieux. Nous sommes dans une république démocratique. Nous devons respecter les lois et c'est conformément aux lois de la République. Oui, mais on a prévu, la CENI a prévu ces élections en prenant en compte la machine à voter. Si vous refusez la machine à voter, CENI, il y aura sans doute des conséquences. La CENI n'est pas l'autorité organisatrice des élections. La CENI, c'est une centrale des experts. La CENI n'a pas l'argent pour les élections. La CENI dépend de l'Assemblée nationale, oui, dépend du gouvernement et dépend de la loi. La CENI ne peut rien faire. Elle est indépendante. Mais non, elle est indépendante quant à la confiance, la garantie de la transparence. Mais son indépendance, pour qu'il y ait la loi, pour qu'il y ait les répartitions des sièges, la CENI ne peut pas répartir les sièges. Elle doit attendre la loi portant répartition des sièges. C'est un expert, c'est une centrale d'expertise. Vous savez, dans le pays normaux, c'est le ministère de l'Intérieur qui... Parce que ce pays n'est pas normal. S'il vous plaît, dans le pays normaux, c'est le ministère de l'Intérieur qui a la compétence d'organiser des élections. Oui. Si le ministère de l'Intérieur n'organise pas, il y a un problème de confiance. C'est pour ça qu'on nous met la CENI dans des pays normaux. Mais si les gens... Votre pays, vous le trouvez anormal? Non, mais parce qu'il faut qu'il y ait un problème de confiance. Il y a un problème sérieux de confiance. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Au sein de la CENI, il y avait un comité de concertation qui devait être constitué
la majorité présidentielle, l'opposition, la société civile et la CENI. Ces comités de concertation ne s'est plus jamais réunis parce que la CENI voulait faire les choses en solo. Et les choses en solo, elle nous a accouché, la machine à voler. Encore une fois, vous Voilà, revenez. machine à voler. Apparemment, vous êtes vraiment jusqu'au boutiste. Pas du tout. Faisons les choses selon les règles. On ne change pas les règles du jeu pendant que le jeu est déjà lancé. Là, c'est ça le problème. Je vous retrouve dans un petit instant. On lit on Ok, voit un peu je suis là. On doit parler un peu du programme de notre candidat Moïse Katumbi Tchapouri. Revue de presse, Hermione Yanvou. Ouvrons cette revue de presse avec la controverse autour du vote des Congolais de l'étranger. La tempête des tropiques rappelle que le week-end dernier, le président de la centrale électorale a demandé au président de l'Assemblée nationale de prendre des dispositions car l'enrôlement des Congolais de l'étranger devient techniquement impossible. Une sortie médiatique qui a suscité la réaction des opposants. Pour ces derniers, le décor est clairement planté pour que ces élections n'aient pas lieu le 23 décembre prochain. La balle est donc lancée, explique le courrier de Kinshasa. Du côté des parlementaires, appelés à lever ensemble une option républicaine sur cette question, c'est-à-dire supprimer carrément l'enrôlement des Congolais de l'étranger afin de permettre au processus électoral d'avancer. Et ce processus électoral va faire un nouveau pas ce mardi avec la promulgation de la loi sur la répartition des sièges. À en croire la prospérité, le chef de l'État va, sauf en cas d'un dernier toilettage, s'acquitter de ses obligations constitutionnelles en opposant sa signature au bas de cette loi dont l'importation dans l'arsenal juridique nécessaire à l'organisation des élections n'est plus forcément à démontrer. Sur ordre du chef de l'État, un nouveau gouvernement, ou mieux un gouvernement remanié, est en chantier auprès du Premier ministre. Information à lire sur l'avenir qui précise que l'actuel chef du gouvernement gardera sa place pour conduire le pays aux prochaines échéances électorales prévues le 23 décembre prochain. Les élections auxquelles Joseph Kabila ne sera pas candidat à sa propre succession, car son directeur de cabinet adjoint, Jean-Pierre Kambila, a démenti, écrit Forum des As, toute nouvelle candidature de son patron. Il a été appuyé par le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundu, qui qualifie lui aussi d'intox la rumeur sur la candidature de Joseph Kabila à la prochaine présidentielle. Cette revue de presse se poursuit avec les adieux de Francis Kalombo au PPRD. Selon le Phare, l'ancien président de la Ligue de jeunes du parti au pouvoir lui-même qui a donné cette information à partir de l'Afrique du Sud où il se trouve en mission pour le compte de son nouveau mentor. Il renonce également à son mandat de député national. Merci Hermione Yanvou. Alors vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, mais je voulais simplement d'abord rappeler, parce que le programme il est costaud, rappeler simplement les 4 piliers du programme de notre président Moïse Katumbi. Premier pilier, la consolidation de l'État. Deuxième pilier, la valorisation du capital humain pour partager le capital humain, la valorisation, du capital humain pour une prospérité partagée dans un Congo juste et solidaire. Troisième pilier du programme de notre président, c'est la relance de la croissance, la diversification de l'économie et la création de l'emploi. Et le dernier, c'est la lutte contre les changements climatiques. Je voulais simplement réagir par rapport à ce qu'ils disent de rumeurs. Vous savez, moi je suis désolé, le président Kabila, il a dit qu'il était parmi les gens qui ont bataillé pour le référendum, le Congolais ont voté la Constitution. Et deuxième, c'est lui le père de la Troisième République. Et quand je vois des gens prétendent dire que le président de la République peut avoir une troisième possibilité pour le mandat, ce n'est pas très sérieux. Vous savez... Oui, mais on vient de le dire, là. Ce sont des rumeurs, vous basez sur des rumeurs. Tout ça, ce sont des tentatives. Hein, parce que vous prenez, comme M. Mirindi, après ses déboires à l'OGFREM, il s'est dit chercheur en droit, organise une conférence en disant que il y a possibilité que le président puisse avoir un troisième mandat. Ça fait pas sourire dans notre pays. Et autre chose, je vais vous dire encore autre chose. Quelqu'un a dit
que la Constitution fragilisait l'État. Ce n'est pas la Constitution qui fragilise le fonctionnement de l'État. C'est nos amis qui sont là, dans la majorité française, qui fragilisent l'État. Je peux donner un exemple des institutions d'ordre judiciaire. La Constitution avait prévu la création des institutions d'ordre judiciaire, notamment la Cour de cassation qui a été créée en 2013. Mais ils n'ont pas voulu mettre en place la Cour de cassation, mais ils ont préféré en 2015 mettre la Cour de cassation. Vous savez, les articles 70, le non-respect des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle pour la réhabilitation de certains gouverneurs, et le Conseil d'État. C'est une juridiction pour le contentieux administratif. Ça a été discuté à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est au tiroir. Tout ça, c'est pour maintenir une Cour suprême qui, en principe, devait être éclatée, d'autant plus qu'on a créé la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. Parce que dans cette histoire de la Cour suprême, il y a le premier président de la Cour suprême, il est au top, il n'a pas un chef hiérarchique dans lequel il peut rendre compte. Il en est le même pour le parquet général de la République. Et par rapport au programme de notre candidat, une fois que nous sommes au pouvoir, nous allons mettre ces institutions parce que ces institutions garantissent le droit de fonctionnement de notre système judiciaire. Mais avant d'arriver au pouvoir, il faut sauter ces problèmes judiciaires qui sont en train de pendre. Mais le président Moïse... Je vous donne une minute parce que ce journal est terminé. Le président Moïse n'a pas de problème judiciaire. C'est notre justice qui a un problème d'instrumentalisation. Oui, mais quand vous y allez comme ça, avec la justice, vous devenez jusqu'au boutiste. Non, et vous savez où amène... Pas du tout, mais parce qu'on a parlé de spoliation du meuble de M. Stoupi. Jusqu'aujourd'hui, le président Moïse n'a jamais été propriétaire. Il ne détient même pas les certificats de propriétaire de propriété de ces bâtiments. On a parlé des mercenaires. Jusqu'aujourd'hui, nous ne voyons pas l'histoire des mercenaires. On parle de la nationalité. Vous savez, lorsqu'une personne a été élue 117 000 voix de préférence, meilleur gouverneur de la RDC, élu député provincial et gouverneur pendant 8 ans, je crois ça l'exonère de... Pardon? Ça l'exonère de... Non. Ça veut dire que on nous fait nommer, mais il faut commencer. On nous a fait nommer un premier ministre après avoir siégé comme député et il a siégé comme premier ministre. Il a obtenu, soi-disant, le recouvrement dans 48 heures. C'est des poids de tout ça, c'est du connu. Voilà. Donc ça n'a pas de sens. Le vrai problème, ce sont les élections. Et dans les élections, on ne choisit pas son adversaire. C'est une compétition, c'est au souverain primaire des tranchées. C'est ainsi que nous disons, c'est dans le terrain électoral qu'il faudrait déterminer. Je voudrais terminer pour vous dire que, pour moi, la soirée d'aujourd'hui, c'est une de mes plus belles soirées. Lorsque j'étais jeune, à 20h, je devais courir à la maison pour suivre M. Kibambeshitoa, Kalassam Siri, Kabanguchita, Mbungumwema. En fait, vous avez quelque part façonné notre jeunesse et ça nous a donné des idées, des sources de faire soit le journalisme ou le droit ou faire de la politique. En tout cas, je suis très honoré d'être votre invité ce soir parce que vous me rappelez ma jeunesse. D'ailleurs, je venais tout moment au 16e étudier parce que j'avais un cousin qui fut votre collègue qui était le sous-directeur radio, celui qui a lancé la deuxième chaîne radio FM. Merci. Et je venais en tout cas, je suis très honoré. Merci beaucoup. Mais vous auriez pu me le dire au sortir du studio parce que là, si j'étais blanc, j'allais devenir tout rouge. Pas du Merci tout. d'être venu. Vous êtes une icône et une légende vivante et je suis très fier. Je vous remercie. Merci beaucoup. À vous, chers téléspectateurs, je vous dis également merci au nom de ma jeune consoeur. Au revoir et à demain dans le cadre de Profondeur.